Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source qui vous offre une vision et un éclairage unique sur l'industrie du sport et du divertissement. Toutes les 2 semaines, leaders de l'industrie et personnalités du sport partageront leurs visions, leurs astuces et les nombreuses facettes de notre écosystème. Nous vous ferons rencontrer d'anciens athlètes et hauts dirigeants d'organisations sportives, d'entreprises de médias et de technologies, de sponsors et d'agences numériques. Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Aujourd'hui, tout le monde parle de données, de data, et évidemment le football moderne n'y échappe pas. Pour traiter ce sujet, on a eu la chance de s'entretenir avec Kevin Jeffries. Kevin est aujourd'hui data analyst de l'OGC Nice. Il a aussi travaillé pour le plus gros fournisseur de data au monde, StatsPerform, et a écrit des bouquins sur le sujet. On va revenir sur son parcours, sur l'utilisation de la data dans le monde professionnel, que ce soit d'un point de vue performance ou éditorial. Bonne écoute. Salut Kevin, comment vas-tu ? Salut David, ça va et toi ? Ça va très bien. Écoute, je suis ravi de tourner cet épisode. On a déjà tourné avec des gens dans la data. On a fait quelques épisodes. Aujourd'hui, on le fait avec quelqu'un qui travaille dans un club français avec un gros projet derrière. On va y venir. Tu as aussi un background assez sympa côté éditorial. Tu as aussi écrit un bouquin. Donc en fait, j'ai plein de questions pour toi. Je sais pas par où on va commencer. Donc la première chose, je te propose, tu te présentes. Tu nous dis un petit peu d'où tu viens, etc. Et puis, je pense d'ici là, on arrivera à rebondir. Allez, donc Kevin Jeffries, j'ai 33 ans, c'est ma 3e saison comme data analyst à l'OGC Nice. Avant ça, je travaillais pour StatsPerform, donc Opta, qui est plus connu souvent sous le nom d'Opta, pendant 5 ans environ. Je suis originaire du Nord, moi, à la base. Je suis d'origine anglaise, mon père est anglais, ma mère est française. Donc, j'ai vécu dans le Nord, j'ai vécu en Bretagne, à Paris. J'ai fait quelques petites choses aussi à côté. J'ai travaillé au LOSC à la communication. J'ai fait des piges pour certains médias comme RMC, Vanity Fair, Les Inrocks. Écrit des livres, comme tu l'as dit. Fait un peu de télé pour Canal. Donc, j'ai fait des choses différentes. J'ai varié les plaisirs, si on peut dire. Mais la base, évidemment, ça reste le football et les datas dans le foot qui est mon boulot au quotidien. Comment tu arrives dans ce milieu ? Du coup, ta première expérience, c'est chez Opta ou non, c'est avant, tu commences dans l'édito ? Non, mais j'ai un parcours un peu particulier, si tu veux, parce que j'ai un bac S. Ensuite, j'ai fait une licence d'anglais, LLCE. Donc déjà, pas grand-chose à voir avec le bac S. Et ensuite, j'ai fait un master de professeur des écoles. Et si tu veux, à la fin de mon master 1, j'ai tout arrêté pour me lancer dans le foot. J'aimais l'éducation, j'aimais tout ce qui est transmission, mais la passion du foot m'a fait dire qu'il fallait que je tente ma chance là-dedans. Évidemment, c'était très compliqué parce que j'avais aucun contact, aucune formation, etc. Donc, c'est passé par des petits blogs, par des stages et des stages en menant un autre, des expériences. Et ensuite, Opta, eux, ils aimaient les profils un petit peu journalistiques, qui avaient bossé, donc qui avaient écrit des papiers pour vulgariser la data. Évidemment, avec les chiffres, qui étaient bilingues, etc. Donc, ça a collé avec ce que j'avais fait. Et donc, je suis rentré comme ça à Opta et après, je me suis fait sur le tas pendant quelques années et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'OGC Nice. Donc, en début d'année dernière. Et on est en quelle année, du coup, quand tu arrives chez Opta ? C'est au Opta, tout début, du coup, de la data ? 2015, d'accord. 2016 peut-être. Ouais. Ok. Et c'est marrant ce que tu dis sur le fait d'aimer les profils édito, parce que on a tourné un autre épisode avec Mathieu Lacombe, qui est maintenant à Parme, et qui nous disait justement l'importance du storytelling autour de la data. Et que c'était quelque chose qui était parfois un peu sous-coté et qu'en fait qui avait énormément d'importance, parce que si tu parles à un média, si tu parles à un joueur, bah finalement tu vas adresser la data différemment. Et si on doit un tout petit peu recontextualiser ce que c'est la data déjà pour nos auditeurs, alors on parle souvent, on utilise le mot data, mais en fait il y a de l'event data, il y a du tracking, il y a plein de choses. T'es capable un petit peu de vulgariser ça pour les auditeurs ? Ouais, en fait, si tu veux, la data pure, c'est l'unité d'information, c'est-à-dire vraiment l'information basique. Et après, le plus important, c'est le contexte. C'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste, que ça soit Opta ou partout, de toute façon, dans toutes les entreprises. Le contexte est fondamental. Donc, comme tu dis, les event data, donc c'est plus les data techniques avec le ballon. Les data physiques, donc c'est tout ce qui est le tracking, les kilomètres, les sprints, etc. Donc ça, c'est vraiment la contextualisation, la vulgarisation, c'est fondamental, que ce soit avec les médias, comme tu dis, comme ce soit avec les joueurs, avec le staff, avec la direction. Tout le monde n'est pas forcément hyper
à l'aise avec les data ou pas forcément quelque chose qu'ils apprécient. Donc, c'est à nous de leur amener, de leur vulgariser, de leur faire comprendre l'intérêt. Et ça, c'est vraiment très, très important. Des fois, quand tu vois des rapports qu'on peut faire, ça peut paraître limite simpliste, mais c'est vraiment très, très important de vulgariser et de donner du sens, que ça soit simple, clair et précis, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps dans le foot, tout va très vite. Donc, il faut vraiment être très précis, très clair. Et c'est clairement un des challenges de bien vulgariser, contextualiser tout ça. Et quand tu parles de contextualisation, j'insiste un petit peu sur ma question en même temps. Comment tu silotes un petit peu l'activité? C'est-à-dire que tu as de la data qui est, on va dire, très édito et qui va aider plutôt ta partie édito au gym. Ça va être plutôt une partie qui est sportive et donc du coup c'est d'autres types de data, ou c'est juste de la façon dont tu vas l'éditer et narrer une histoire autour qui va changer? Non, pour le coup, on reçoit la data, sur qu'on a nos partenaires, donc on reçoit la data brute, entre guillemets. Après, nous, on a les outils pour les exploiter. Et moi, mon boulot, c'est vraiment que le sportif. Donc, c'est avec le coach, pour le staff et pour le recrutement. Après, évidemment, tu vois, s'il y a la communication qui va me demander des choses pour le site ou pour des médias, etc., là, je vais leur ramener. Mais là-bas, c'est toujours la même. Donc, on reçoit la data brute, que ça soit avec StatsPerform, StatsBomb ou d'autres, ou avec Skill Corner ou des choses comme ça. Donc, on la reçoit brute et après, c'est à moi de la mettre en musique. Donc, évidemment, ce sera pas pareil si c'est pour les médias que pour le coach ou pour un joueur. Mais la base, en tout cas, c'est la même. Ok. Si on revient du coup un petit peu en arrière, donc la data, elle a pas mal évolué. Tu étais chez Opta. Opta est un des pionniers dans ce monde-là. C'est quoi l'évolution que tu vois on va dire, de tes années Opta? Donc, tu me parlais de 2015-2016 à maintenant. Au-delà du fait que peut-être le fan est un peu plus éduqué, le joueur aussi. C'est quoi l'évolution en termes déjà d'appétence à lire de la data et après aussi en termes de granularité d'informations que tu vois? Ouais, pour le coup, clairement, l'intérêt, comme tu dis, il s'est vraiment développé entre le moment où je suis arrivé, même avant forcément, mais entre le moment où je suis arrivé à Opta et maintenant. On l'a vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de choses, des émissions, dans les papiers, etc. Il y a beaucoup plus de rapports à la data et c'est hyper intéressant. Et puis, comme tu dis, les gens, c'est générationnel aussi. Donc, les plus jeunes, ils sont habitués à ça, que ce soit avec les jeux vidéo, la télé, les médias. Donc, ils connaissent ça. Les joueurs, c'est pareil, parce que fondamentalement, ils sont jeunes. Hein, c'est des petits, entre guillemets, même si on n'est pas très vieux, mais on est un peu la génération d'après. Donc, ça, clairement, on a vu une grosse évolution. Tu vois, moi, les choses que j'ai pu faire, écrire 2 livres par rapport à la data, ça, il y a 10 ans, je suis pas sûr qu'un éditeur aurait pris le risque de nous donner cette chance, entre guillemets. Donc, ça, c'est clairement quelque chose qu'on a vu se développer. Et au niveau de la granularité, pardon, là aussi, ce qui est intéressant avec la data, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que ça évolue continuellement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des nouveaux modèles, il y a toujours des nouvelles choses. On les voit avec les fournisseurs. Évidemment, l'un des gros événements, entre guillemets, récents, c'est les expected goals qui maintenant sont assez démocratisés, tout ce qui est avec les expected goals, expected assist, on target, etc. Ça, c'est quelque chose qui était très intéressant qui est arrivé. Et on voit que ça se développe parce qu'ils cassent les lignes. On avait vu ça avec Packing maintenant qui arrive avec StatsPerform, StatsBomb, tout ce qui est pression, les courses sans ballon, les choses pour se démarquer, etc. Pendant longtemps, c'était beaucoup avec ballon. Les statistiques, là, il y a les stats physiques qui sont arrivés aussi, où c'est vraiment les sprints, vraiment données physiques. Et après, il y a tout le jeu sans ballon qui commence à être mesuré. Et tout ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que le but, évidemment, c'est d'avoir le plus d'informations possible sur le jeu. Et tout ce qui est sans ballon, c'est fondamental aussi, parce qu'avec le ballon, c'est bien, mais tout ce qu'on fait, tout ce que les joueurs font en dehors, sans ballon, ça, c'est très important, ça arrive. Et donc, c'est de plus en plus précis, il y a de plus en plus de choses. Après, le challenge aussi, c'est de savoir ce qui est pertinent et de savoir comment l'utiliser, parce que tout n'est pas forcément intéressant, mais ça se développe toujours. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Et après, j'ai plein de questions sur ta profession actuelle. Ouais. Pour clôturer un tout petit peu le côté livre, édito, donc tu as écrit 2 bouquins, si je dis pas de bêtises, un sur la Coupe du Monde et un sur la Champions League. Quand tu écris ces bouquins, c'est quoi le contexte et c'est quoi l'objectif qu'il y a derrière en fait? C'est un partenariat que tu as fait avec Opta, tu as dit ça serait bien d'écrire un livre parce qu'en fait on va démocratiser ça auprès du grand public et finalement les gens qui achètent la data, c'est les publishers. Et le grand public lit les publishers. Quel est le raisonnement qu'il y avait derrière au départ? Si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup d'affection pour le côté transmission culturelle, curiosité entre guillemets. Et la littérature, je m'y suis mis tard. Quand j'étais jeune, j'étais plus PlayStation que livre, hein, très très clairement. Mais la littérature. Il y avait déjà de la data dans la PlayStation. Exactement, dans FIFA, etc. Et la littérature sportive, je m'y suis mis un peu sur le tard, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Donc j'ai d'abord traduit un livre, la biographie d'Arsène Wenger. Donc ça, c'était mes premiers pas dans l'édition entre guillemets. Et ensuite, quand je suis arrivé à Opta, en voyant le potentiel qu'il y avait à Opta avec toutes les données qu'on avait et qui étaient inaccessibles au grand public et aux autres éditions, aux autres médias, je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai proposé le projet à Opta et à Mathieu Lille-Palette que vous connaissez bien à la source. Donc lui, il a été emballé tout de suite, il m'a fait confiance. Donc après, il m'a dit va voir les maisons d'édition. C'était moi qui allais rencontrer, qui ai négocié avec eux, avec évidemment le co-auteur qui était mon responsable à l'époque, Loïc Moreau. Donc c'est arrivé comme ça, tout simplement par une idée, par un souhait de démocratiser la data, comme tu dis, de faire montrer Opta différemment aussi. Et aussi, évidemment, c'est une grosse partie de plaisir. Hein. C'est génial d'écrire un bouquin. C'est quelque chose qui restera toujours. Donc ça, c'est hyper intéressant, tout ce côté-là. Donc c'est vrai que c'était un projet un peu personnel, mais aussi évidemment pour l'entreprise. Donc c'est parti comme ça. Et après, c'est vrai que c'était très sympa. En plus, on avait la chance de sortir le premier juste avant la Coupe du Monde 2018. C'était sur la Coupe du Monde, juste après la France la gagne. Ensuite, celui sur la Ligue des Champions. Donc, non, c'est vrai que c'était un très beau projet, une très belle expérience. Du coup, le prochain, tu écris sur l'Europa League conférence pour faire de la si on la gagne, écoute, avec plaisir. Et pour le coup, tu vois, c'est des projets qui sont super intéressants, qui sont très sympas. J'ai des idées, des choses comme ça, mais c'est hyper chronophage. Parce qu'évidemment, tu as ton boulot au quotidien et tu as ça en plus, donc ça prend beaucoup de temps. Et même si tu as d'autres idées, il faut vraiment avoir le temps, il faut pas le faire pour le faire. Il faut surtout pas le faire pour l'argent. Ça aussi, clairement, ceux qui aiment la littérature et qui veulent écrire des bouquins, il faut pas le faire pour l'argent parce qu'on n'est pas des stars, on va pas vendre à des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc faut pas espérer acheter une maison grâce à ces bouquins. Le message est passé. Comment on passe du coup du monde de l'édito, de la stat, de fournisseur de stats, au métier de data analyst finalement? Bah, si tu veux, on bossait déjà un petit peu avec les clubs. Surtout avec les cellules communication, avec les médias, donc on leur fournissait beaucoup de données, on répondait à leurs requêtes, donc c'était vraiment pour agrémenter leur papier, les émissions, etc. Et moi de mon côté, j'essayais de jouer au maximum, enfin jouer entre guillemets au maximum avec les datas, d'essayer de créer des modèles, essayer de créer des études entre guillemets à mon niveau, par rapport à la Ligue 1, par rapport aux différents championnats, avec les différentes données qu'on avait. Et je m'étais toujours dit qu'il y avait beaucoup de potentiel avec la data dans les clubs de foot, notamment en Ligue 1, parce qu'en France, on a toujours un petit retard par rapport aux nouvelles technologies, innovations, etc. Et je voyais que ça avançait doucement, à mon sens trop lentement. Et donc j'avais toujours dans un coin de ma tête de bosser dans un club de foot à terme. Après, j'étais en contact avec le l'OGC Nice avant d'être engagé. J'étais en contact avec eux 2 ans et demi avant, donc tu vois, ça a mis son temps. J'ai rencontré d'autres clubs, il y a d'autres clubs qui sont venus avec qui j'ai discuté aussi. Donc c'est tout simplement en échangeant, en leur montrant l'intérêt qu'ils pouvaient avoir avec la data pour le sportif. Eux aussi s'y intéressaient parce qu'ils voyaient ce qui se passait évidemment dans les autres championnats. Et donc petit à petit, après, le l'OGC Nice a décidé de passer le pas. Ils m'ont rappelé et ça s'est fait comme ça. Mais je sentais aussi, comme on disait tout à l'heure, tu vois, l'appétit qui grandissait au niveau du grand public, mais dans les clubs aussi. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou qu'on venait me voir, il y avait toujours de l'intérêt. En France, ils hésitaient beaucoup à passer le pas, mais on voit que ça se développe et que maintenant, ça se développe de plus en plus et ça continuera à se développer. Et du coup, c'est quoi le quotidien d'un data analyst côté sportif dans un club comme le gym? C'est quoi la journée type, la semaine type pour Kevin Jeffries? Bah, la semaine type, je pourrais te faire un petit peu une semaine type, notamment par exemple la saison dernière où on n'avait pas de match européen, donc on avait un match par semaine entre guillemets de Ligue 1. Si tu veux, du lundi au mercredi, je le consacrais généralement au staff pro. Donc c'était évidemment la préparation de rapport data avant match, donc sur les façons de marquer, la façon d'encaisser les buts de l'adversaire, les styles de jeu, les coups de pied arrêtés, les choses comme ça. Donc ça prend forcément pas mal de temps. Généralement, je les prépare la semaine d'avant et je les actualise la semaine du match. Donc ça prend pas mal de temps. Des choses aussi sur les penalties pour les entraîneurs des gardiens, où je regarde les penalties adverses, les penalties des gardiens adverses aussi qui subissent, pour essayer de trouver dégager des tendances, forcément. Donc ça, c'est des choses que je fais en avant-match, en début de semaine. Je fais aussi les après-match, forcément. Donc tout ce qui est les retours de match, statistiques, des rapports après-match, des rapports individuels. Je regarde aussi le tracking par rapport à nos adversaires, par rapport au reste de la Ligue 1. Donc ça, c'est toutes les petites choses que je peux faire du lundi au mercredi si on veut grossir le trait. Et jeudi, vendredi, je le consacre plus au recrutement, donc à la cellule recrutement. Donc là, pareil, ça peut être à différents niveaux. Nous, on a développé des outils, on en reviendra peut-être après, mais on a développé des outils en interne par rapport à la data, justement, pour trouver des joueurs ou des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, parce qu'il fallait bien connaître la data, il fallait savoir comment l'utiliser, savoir quels outils développer. Donc ça a pris forcément du temps. Une fois qu'ils sont développés, il faut savoir les utiliser et bien recevoir l'information et savoir la traiter. Et après, évidemment, il y a
les joueurs qu'on peut être intéressé par, sur lesquels on est ou par lesquels on est intéressé. Moi, je vais les comparer, je vais faire des rapports, des choses comme ça. Donc, en gros, ma semaine, c'était à peu près ça. Donc, la moitié pour le staff pro, l'autre moitié pour le recrutement. Ça va être amené à changer dans les années à venir parce qu'il y aura de plus en plus de boulot et donc il y aura des gens qui seront avec moi pour m'accompagner. Mais pour faire simple, en gros, c'est ça la semaine type que je pouvais avoir. Du coup, beaucoup d'analyses vidéo, si je comprends bien. Et tu as parlé d'outils développés en interne. Donc, en fait, tu as quand même un écosystème, on va dire, technologique autour de toi qui est primordial pour arriver à bien faire ton métier. Ouais, alors juste pour répondre, moi, je fais pas du tout de vidéo. Pour le coup, je regarde vraiment pas la vidéo, à part pour les penalties, donc pour l'entraîneur de gardien. Mais sinon, moi, je regarde pas du tout la vidéo parce que je veux pas être influencé, si tu veux, par la vidéo. Moi, mon rôle, évidemment, avec la data, c'est d'essayer d'objectiver la performance, vraiment d'apporter une aide au staff ou au recrutement, une aide à la décision. Donc la vidéo, j'essaie vraiment pas de regarder. On a les analyses vidéo, évidemment, avec qui je suis en collaboration, avec qui je travaille de manière très proche. Mais moi, la vidéo, non, je regarde pas. Et pareil pour le recrutement, parce que potentiellement, si tu regardes un joueur en vidéo, tu vas peut-être voir des choses qui vont t'influencer en disant, là, ses qualités, tu les vois, et tu vas peut-être plus avoir tendance à chercher des datas en rapport avec ça. Donc j'évite au maximum. Il y en a qui le font et qui le font très bien, mais moi, en tout cas, pour l'instant, je le fais pas. Et au niveau technologie, comme je te disais, nous, on reçoit la data avec des partenaires, donc StatsBomb, StatsPerform. Donc on a notre site, c'est un peu notre site internet, si tu veux. Donc la data brute arrive là-dedans et après nous on a développé les outils justement pour la traiter. Donc on a une espèce de moteur de recherche pour chercher la data, requêter entre guillemets la data. On a créé aussi des outils de profilage de joueurs similaires, d'index de performance, etc. Alors c'est pas la Silicon Valley, hein, clairement c'est des algorithmes faits maison. Il y a moi, il y a Morgan Boulier et Thomas Guez qui sont coordinateurs sportifs donc pour le recrutement et on a fait ça à 3. Donc c'est imparfait. Mais on essaie de faire des choses et de les améliorer de saison en saison et d'essayer d'être le plus complet pour être plus large et pour éviter de perdre de vue des joueurs entre guillemets. Donc ça c'est notre outil à nous. Beaucoup dans les clubs pro c'est automatisé, c'est avec Tableau, Power BI, des choses comme ça. Ce qui est très bien aussi. Nous on a pris parti de faire ça un petit peu différemment, pour pouvoir vraiment avoir toutes les possibilités qu'on veut, c'est-à-dire pouvoir tout changer, pouvoir mélanger les différents fournisseurs, des choses comme ça et d'essayer d'avoir une plus-value, un petit avantage concurrentiel entre guillemets sur les autres formations, les autres clubs. Dans tout ça, à la fin, c'est pour une obligation de résultat, que ce soit un résultat sportif sur un match quand tu prépares un match, sur l'éclosion d'un talent si on parle de recrutement. J'ai une question, mais il y en a plusieurs à l'intérieur. La première, c'est comment tu mesures le succès de ton travail, parce que finalement nous, on voit des gars courir sur un terrain et marquer des buts. On voit pas forcément tout ce qu'il y a derrière en tant que fan. Donc déjà, comment tu mesures un peu le succès de ce travail? Et après, j'irai rebondir, mais peut-être dans une deuxième phase sur la partie direction sportive et comment en fait ça s'embrique dans un projet global. Mais déjà, allons sur le fait de comment tu mesures la réussite de ton travail. Ça, c'est vraiment quelque chose de très difficile parce que, si tu veux, moi, je fournis les rapports, je fournis pas mal d'éléments. Évidemment, ceux que j'estime les plus pertinents, mais après, moi, je suis pas la séance vidéo d'avant-match, je suis pas dans les vestiaires avant le match, à la mi-temps, etc. Parce que je veux vraiment garder, pour moi, il y a le pro, les gars, les joueurs, etc. Et c'est leur monde, entre guillemets. Moi, je veux pas m'immiscer dedans, donc je laisse. Donc, je vois pas concrètement ce qui peut être utilisé, ce qui n'est pas forcément. Des fois, on me le dit pas toujours. Donc, c'est très difficile. Et des fois, je vais regarder le match. Quand je travaille sur les matchs, je vais regarder, je vais dire, tiens, moi, j'ai dit par exemple que ce tel latéral, il était très mauvais dans les duels aériens. J'ai vu qu'on l'a ciblé, qu'on a eu une occasion à partir de ça. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple au hasard, mais je me dis, ça se trouve, c'est grâce à moi. Alors, ça se trouve peut-être pas du tout. Et peut-être qu'il y a autre chose qui va être amené et que ça va être grâce à ce que j'ai amené dans les stats et je m'en rendrai même pas compte. Donc ça, c'est vrai que c'est assez difficile à mesurer. Après, évidemment, j'espère que ça sert, hein, c'est le but, évidemment, mais je vois surtout l'intérêt du staff ou l'intérêt des analystes vidéo qui me posent des questions. Donc, je me dis que ça sert et que ça intéresse. Pour le recrutement, de la même manière, là, pour le coup, le recrutement, c'est un peu plus concret parce que on demande plus ton avis sur des joueurs précis ou sur des recherches ou des choses comme ça. Donc là, tu vois s'il y a des joueurs que tu as conseillé, entre guillemets, ou que tu as dit, par exemple, qu'il y avait des défauts trop importants. Donc là, c'est un peu plus facile, entre guillemets, à mesurer. Mais c'est vrai que c'est un peu abstrait, on va dire. Et malgré le fait que ça soit abstrait, de match en match, tu vas avoir des retours de la cellule sportive sur aller approfondir tel type de données parce que vous vous rendez compte que vous avez une carence, des choses comme ça. Vous adaptez un petit peu cette stratégie et vos bilans au fil de la saison. Ça dépend vraiment. En fait, c'est comme tout, c'est que ce soit la direction, le staff, etc.
Moi, je suis tributaire d'eux forcément, donc ça dépend vraiment des envies, des souhaits des coachs. Moi, je m'adapte à eux évidemment. Hein, c'est à eux de me dire, voilà, moi, je vais leur donner ce qui me semble intéressant évidemment, mais eux ils vont me dire, cet indicateur-là est plus intéressant ou celui-ci, j'aimerais bien qu'on pousse un peu plus là-dessus. Donc après, moi, je peux leur fournir des choses là-dessus, de voir l'évolution match après match sur le début de saison. Généralement, je fais des bilans à la trêve hivernale et à la fin de saison. Donc, pour voir un petit peu l'évolution. Le but, évidemment, c'est s'il y a un système de jeu ou un style de jeu qu'on veut développer, voir si ça correspond, voir comment ça évolue, etc. Donc, encore une fois, il faut que ça soit clair d'en haut, évidemment, en bas. Et après, moi, je m'adapte à leurs besoins, évidemment. Et là-dedans, dans ton travail, l'impact d'un changement de directeur sportif, il est énorme ou finalement, toi, tes rapports au départ, ils changent pas? Bon, là, si on prend l'actualité, tu as parlé du Nord, il y a quelqu'un du Nord qui vous rejoint. Ça a un impact pour vous dans votre quotidien, dans les méthodologies de travail, etc., ou au départ, pas vraiment, et c'est avec le temps que tu verras la différence? Non, ça a un impact forcément parce que, déjà par rapport au boulot, Florent donc Gisolfi, qui était directeur sportif au RC Lens et qui nous a rejoint tout récemment, lui, il a ses méthodes de travail évidemment qu'il avait à Lens qui ont très bien fonctionné. Lui, il a un intérêt pour la data qui est prononcé, donc c'est très très bien et très intéressant. Donc il a son système de travail, enfin sa façon de travailler, il a ses outils, etc. Donc moi, je m'adapte forcément à ce qu'il souhaite. Je lui ramène évidemment ce qu'il me demande par rapport en termes de rapport, des choses comme ça. Donc là, forcément, ça change beaucoup de choses, qu'on peut avoir nos habitudes. Et là, on va plus s'adapter à lui dans un premier temps, puis après, on va voir avec nous ce qu'on avait fait. Évidemment, le but, c'est de lui montrer l'intérêt que ça peut avoir. Mais là, c'est en cours de saison, il y a une urgence qui est le mercato hivernal, donc forcément, on va d'abord s'adapter à lui. Lui, il s'appuie sur ce qu'il connaît et ce qui a fonctionné. Donc là, c'est à nous d'abord, évidemment, de s'adapter. Et même de manière générale, moi, je m'adapte toujours à la direction. Moi, je suis là, encore une fois, pour leur rendre service, entre guillemets, ou pour les aider. Donc, et après, c'est à moi d'être force de proposition. Mais pour revenir à ce que tu disais, le métier d'analyse, que ce soit vidéo ou data, c'est un métier très particulier dans le sens où dans le foot pro, dans d'autres sports aussi, il y a beaucoup de changements. Changements de coach, les directions, c'est un peu plus rare, à moins que tu sois à Liverpool, à City ou des choses comme ça, mais tu as beaucoup de changements. Donc, à chaque fois que tu as un changement, c'est une totale remise en question. C'est-à-dire que tu dois refaire tes preuves, tu dois montrer ce que tu sais faire, etc. C'est pas toujours évident, hein, clairement, parce que tu as l'impression que tu es bien, que ça se passe bien, etc. Puis là, tu vas avoir un nouveau coach pour X ou Y raison. Et donc là, il faut refaire tes preuves. C'est un métier où, évidemment, tu as confidentialité qui est très importante, ou la confiance très importante. Donc, faut d'abord montrer tes qualités professionnelles, après humaines potentiellement, si c'est toujours mieux si tu t'entends bien. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, évidemment, parce que c'est pas toujours évident. Il y a de la pression. Faut savoir gérer la pression si tu veux être dans un métier comme ça, parce que comme tu disais tout à l'heure, il y a l'enjeu du résultat qui est évidemment le plus important à ce niveau-là. Donc, faut savoir répondre présent, faut savoir être bon, faut savoir aller vite et s'adapter, évidemment, toujours à différentes personnalités, différents styles de travail. Donc, c'est hyper intéressant, mais c'est pas évidemment pas toujours évident et ça dépend de ta personnalité, mais faut le savoir. C'est marrant parce que du coup, tu as parlé de t'adapter à ta direction. Et je vais aller un tout petit peu plus loin, ça sort peut-être un peu du sujet, mais vous avez un sponsor qui est Ineos, avec un investisseur. Ineos est dans plusieurs sports. Est-ce que du coup, eux, ils amènent une vraie volonté d'aller dans cette performance ultime? Et ma deuxième question, c'est est-ce que du coup, tu vas aller échanger de manière occasionnelle avec le gars qui va gérer l'équipe de cyclisme ou une autre discipline? Ah ouais, totalement. Ça c'est surtout. Enfin, moi, ça fait pas très très longtemps que je suis à l'OGC Nice, mais cet été, il y a Dave Brailsford, donc qui est le directeur d'Ineos Sport, qui était très présent au club, qui est toujours là d'ailleurs au quotidien. Et lui, c'est vraiment sa volonté donc d'amener la performance ultime. Évidemment, Ineos, comme tu dis, il est impliqué dans plusieurs sports. Ils ont tout gagné quasiment. Ils sont en Formule 1, en cyclisme, partenaire de All Blacks, le marathon avec Kipchoge, la voile, etc. Donc évidemment, il y a cet objectif de ramener ça à l'OGC Nice, donc de faire avancer les choses, de les développer. Après, donc il y a tout ce qui est technologique, mais évidemment, ça passe d'abord par la direction. C'est pour ça que ça a changé, notamment avec l'arrivée de Florent et de Fabrice Bocquet, qui est notre nouveau directeur général aussi. Ils sont deux profils assez jeunes, avec plein de bonnes idées, etc. Donc ça colle vraiment au projet. Donc là, on entre vraiment dans cette galaxie Ineos. Et ensuite, ouais, effectivement, moi, j'adore le côté. Je suis passionné d'interdisciplinarité. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de bonnes choses à apprendre dans les autres sports. Et donc là, la saison dernière, j'avais invité justement mon homologue des Grenadiers à passer une journée au centre d'entraînement. Donc, il s'appelle Kevin aussi, il est breton, il est venu ici passer une journée. Donc, on échange, il m'a montré lui ses outils et nous ce qu'on faisait. Donc, on est en contact de temps en temps. J'espère rencontrer les personnes de la Formule 1 parce que ça, c'est un niveau encore bien au-dessus. Ou même le rugby, des choses comme ça. Le rugby, ils sont très bien en plus, notamment en France avec la data.
Donc ça, c'est des choses qui sont très très intéressantes. J'essaie aussi de rencontrer d'autres clubs dans le foot. En France, c'est souvent un peu plus compliqué qu'à l'étranger, bizarrement. Mais là, j'ai rencontré par exemple le Benfica, j'ai rencontré le Betis, j'ai discuté avec Newcastle, avec City, Brentford, etc. Donc dès que je peux, moi, mon objectif, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir au maximum nos perspectives, les miennes évidemment, mais du club aussi. Si je pouvais, j'irais encore plus loin. C'est-à-dire, j'irais voir l'équipe de NBA, de NFL, etc., même de NCAA, des choses comme ça. Donc, pour moi, il y a des bonnes idées à prendre partout. Faut vraiment pas être fermé quand on est dans un boulot comme ça, qui est hyper chronophage, qui est très prenant, où ça s'arrête jamais. On a tendance à avoir un petit peu des œillères et à être concentré sur notre boulot, ce qui est normal. Mais il faut essayer de rester ouvert et de voir tout ce qui se passe ailleurs, notamment dans les autres sports. Et c'est vrai que la chance avec Ineos, c'est d'avoir d'autres sports qui sont à nous, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose c'est une vraie chance pour le coup. Oui, tu le vois dans la dynamique et dans ce que tu dis, je rebondis en même temps sur la partie, tu vois, outils internes, etc. Là, on a parlé, on va dire, on est, comme tu l'as dit, vous rentrez dans la galaxie Ineos. Il y a déjà un échange, on va dire, de connaissances, etc. À terme, tu penses que des groupes comme ça, bon, t'as cité City, on pourrait dire que City Football Group pourrait le mettre en place ou des choses comme ça. Tu pourrais imaginer un écosystème commun, malgré le fait que toi tu bosses dans le football, qu'il y ait de la F1 et du vélo à côté. C'est des choses déjà qui ont été évoquées. C'est des choses qui ont été évoquées. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait arriver et qui va arriver. Je suis convaincu de ça. Pour moi, il y a beaucoup il y a des choses qu'on peut mettre en commun, peu importe le sport. Pour moi, de la recherche, c'est fondamental dans les clubs de haut niveau si tu veux avancer. Il y a des choses pour moi, j'adore aussi ces choses qui m'intéressent beaucoup, par exemple la neuroscience ou les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, des choses comme ça. Évidemment, on peut faire des choses que pour le foot, que pour le cyclisme, etc. Mais on peut aussi créer des modèles, on peut aussi créer des applications qui vont être communes aux différents sports. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais. Clairement, c'est des projets qui sont hyper intéressants, des stands de performance un petit peu. Ça, c'est quelque chose je pense qu'ils en parlent. Et moi, je suis pas dans l'autre sphère, mais je pense que c'est un projet qui va arriver. Surtout qu'avec le cyclisme, il y en a beaucoup qui sont dans le sud de la France. La Formule 1, les pilotes, il y en a pas mal aussi qui sont à Monaco, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un emplacement aussi qui réunit tout ça. Donc, c'est un projet qui finira par voir le jour. Je suis convaincu et je pense qu'il y a l'intérêt. Il est même plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et comme je t'ai dit, pour moi, les prochaines étapes, c'est de créer des espèces de groupes de recherche entre les différents experts, si on peut dire, des différents sports. Et après, de mélanger ça avec la recherche, la neuroscience, les nouvelles technologies et de ramener tout ça. Et on peut avoir des choses très, très intéressantes pour tous les sports. Très clair. Je vais rechanger un petit peu de sujet parce que je clôt, on va dire, ce sujet Ineos et synergie que je trouve passionnant. Si on revient un petit peu sur la partie scouting qu'on a survolé assez rapidement. Du coup, quand tu fais du scouting, tu as parlé du mercato d'hiver, donc tu vas intervenir sur l'équipe première, tu vas intervenir sur les équipes jeunes. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un projet, on va dire commun, on va dire sur toutes les équipes, de volonté de production de jeux, etc. Toi, ces données te sont partagées, tu les digères, et après, tu essaies de trouver les profils qui vont correspondre à cette volonté de jeu des U10 à l'équipe première. Ça, encore une fois, c'est comme on disait tout à l'heure, ça part vraiment d'une stratégie claire qui est celle de la direction, directeur sportif évidemment, qui lui va voir avec le coach les différents besoins, les différents styles de jeu, les différents styles de joueurs qu'on veut. Après, lui il va me les partager. Donc moi, avec les statistiques, là, c'est à moi de chercher des profils qui correspondent aux besoins, aux demandes. Évidemment, il faut que ça soit aussi raisonnable financièrement. Donc ça, c'est à moi de trouver ce genre de choses. Pour le coup, une des limites entre guillemets de la data actuellement, c'est qu'on a beaucoup de choses évidemment sur les pros, sur les jeunes beaucoup moins. Donc moi je vais vraiment m'occuper que de l'équipe première. Les jeunes, j'ai quasiment rien dessus. Il y a des choses qui se développent, notamment Highball qui est une compagnie française qui s'est développée pour créer des datas avec les équipes amatrices, etc. Donc ça c'est des choses qui pourront arriver potentiellement plus tard. Mais pour l'instant moi c'est vraiment qu'avec l'équipe pro. Donc là ouais, vraiment ça part du directeur sportif, du coach. Ensuite moi j'ai avec les profils. Ils peuvent aussi soit me dire voilà on veut tel genre de joueur, n'importe quoi, un milieu axial qui est box to box, des choses comme ça. Donc moi je vais regarder et leur sortir une liste. Inversement, ils peuvent aussi me proposer des joueurs en me disant voilà on aime bien tel joueur, est-ce que tu peux comparer les forces, les points forts, les points faibles, le système de jeu, etc. Et après moi aussi tout au long de la saison, au-delà de ça, nous avec les outils qu'on a fait justement après c'est d'essayer de dégager des profils
d'essayer de les dégager avant les autres, évidemment. Donc, c'est plus les profils qui sont très jeunes, qui viennent de commencer, qui sont performants, etc. Dans n'importe quel championnat, parce qu'on est avec nos partenaires, on a la chance de couvrir énormément de championnats, que ce soit Stats Bomb, Stats Perform. On doit avoir, 70 compétitions environ. Donc, nous, c'est à nous de trouver les bons indicateurs pour les faire sortir rapidement et ensuite d'aller les regarder, de les repérer et ensuite potentiellement à terme de les faire signer. C'est pas encore arrivé pour l'instant parce que la data est encore relativement récente à l'EGC Nice, mais ça aussi c'est une autre partie évidemment de notre boulot. Tu as parlé de joueurs et notamment quand ils sont jeunes qui sont hors des radars aujourd'hui. Tu penses quoi de l'arrivée de tous ces capteurs justement grand public qui vont permettre de ratisser plus large? Je prends l'exemple de Footbar, Oliver ou Tiptoe, des choses comme ça. C'est des choses sur lesquelles tu penses que tu pourras t'appuyer à terme? Bah ça, c'est toujours difficile parce que le plus important avec la data, c'est la fiabilité. Et des choses nouvelles comme ça, il y en a sûrement qui sont très bonnes, mais c'est très difficile au début, en tout cas, de savoir si c'est fiable, comment on pourra les utiliser, si c'est utilisé correctement, comment c'est mesuré, si c'est avec des signaux TV, avec des caméras qui, eux, ils construisent eux-mêmes ou des choses comme ça. Donc, mais à terme, tu sais, comme je te disais, là, Eyeball, ils font ça ou d'autres comme t'as cité précédemment. Si c'est efficace, évidemment, ouais, pourquoi pas l'utiliser. Alors, je sais pas, il y aura peut-être mon équivalent au centre de formation qui sera plus en contact avec le centre et donc qui pourra plus potentiellement mieux gérer ça, donc mieux savoir quoi rechercher. Mais ouais, pour le coup, si on a des données sur les jeunes, évidemment, faut les utiliser. Moi, je suis toujours partisan de si on a des outils pour nous aider, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, il faut pas s'en priver, il faut au moins essayer. Ça veut pas dire que ça va fonctionner, mais moi, je suis toujours partisan d'essayer, quel que soit le domaine, et après, on voit si ça fonctionne pas, mais au moins, ça coûte rien d'essayer. Ça m'amène à d'autres types de data. Je pense au site Transfer Market. Ouais. Je pense que tu vois où je vais t'amener. Toi, le but, c'est de repérer des talents. Ces talents ont un coût ou un prix, suivant comment on se positionne. Ce coût, il est bien sûr lié aux performances, lié aux années de contrat restantes. Enfin, voilà, il y a différents éléments qui rentrent en compte. Toi, tu arrives quand même à corréler le prix aux data que tu sors, ou c'est maintenant devenu compliqué parce que y a l'image du joueur qui rentre en compte, parce qu'il y a des contrats qui sont dans une bulle économique et du coup ça décorrèle tout le système. Comment ça se passe finalement à ce niveau? Ouais, si tu veux, là, quand c'est de la recherche en tout cas ou de la découverte, la plupart des joueurs, c'est des joueurs vraiment qui sont des valeurs assez faibles. C'est-à-dire que ça va pas être un Haaland ou un Mbappé à 19 ans qu'on va sortir, on les connaît, on sait très bien que c'est inatteignable. Donc c'est des joueurs qui ont des valeurs assez faibles. Nous, avec notre système interne, on a les fins de contrat. Donc on sait aussi la fin de contrat. Donc potentiellement, c'est un joueur qui a explosé et qui lui reste 5 années de contrat. On sait que ça va être compliqué, forcément. Après, les valeurs marchandes, effectivement, Transfer Market en propose, les CES, il y a plusieurs organismes qui en proposent, mais c'est hyper compliqué. Il y a des clubs aussi qui essaient de le faire eux-mêmes avec leurs propres algorithmes pour définir des valeurs. Mais comme tu dis, il y a tellement de choses autour du contexte du joueur, de la popularité, des fins de contrat, de ce qui peut se passer au club. C'est-à-dire que s'il vient d'insulter le coach, n'importe quoi, bon, on va pas aller dessus parce qu'on veut pas des joueurs qui insultent leur coach, mais s'il y a des choses comme ça, la valeur, elles peuvent changer d'un coup alors que les performances sont bonnes. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et ça me fait penser à autre chose, par exemple aussi le niveau des championnats, c'est-à-dire entre les statistiques, entre est-ce qu'un joueur en Eurodivisie, ses statistiques, elles sont excellentes, mais comment pondérer ça par rapport à notre championnat ou à ce qu'on souhaite, ou si on veut le niveau européen. Ça, c'est des challenges qui sont très difficiles. Tu as la méthode Elo, certains clubs utilisent. T'en as qui font l'espèce de méthode Elo avec les expected goals ou avec les contenus du match. Il y en a qui créent un petit indicateur. C'est quoi la méthode Elo du coup? La méthode Elo, c'est en fait, si tu veux, c'est utilisé au tennis, aux échecs surtout, et en fait, ça prend les résultats. C'est-à-dire qu'un joueur, un autre joueur, il va avoir plus de points, et ensuite, il va rencontrer un autre joueur qui en a peut-être battu avant, qui a des points, et s'il le bat, il va prendre des points, etc. Donc là, je te fais très simplement, mais en gros, c'est vraiment pour pondérer le niveau des différentes équipes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais le risque, c'est d'avoir toujours les mêmes équipes très haut. Donc c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui essaient de le faire. Mais ça aussi, c'est un autre challenge, vraiment, de savoir pondérer le niveau des différents championnats. Je sais pas s'il y a une réponse, une solution, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est difficile, parce qu'on peut voir des choses exceptionnelles au niveau statistique d'un championnat, mais peut-être qu'il va complètement se planter dans un autre. Donc ça, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a tellement de... C'est pour ça qu'encore une fois, ça c'est quelque chose que je répéterai toujours, c'est que la data, c'est pas parole d'évangile. Faut vraiment pas se baser uniquement sur la data. Il peut avoir tous les meilleurs indicateurs, il peut être excellent partout. Et il peut arriver dans un championnat, il va pas s'adapter au championnat, à la météo, à la langue, le fait que sa famille lui manque. Il y a tellement de choses qui sont pas encore mesurables avec la data que faut vraiment que ça reste un outil complémentaire. Mais du coup, ouais, il y a encore des petits challenges avec la data et tant mieux.
tu veux dire que tu n'arriveras pas à reproduire le stratège dans le football? Alors Moneyball, pas tout de suite. Midtjylland, je pense que c'est eux qui s'en rapprochent le plus, je pense. Mais non, il y a un côté humain. Ça sera quelque chose qu'on critique beaucoup dans la data. On dit souvent, surtout ceux qui s'y intéressent pas, que ça va scientifiser le football, ou que c'est un cancer du football. Il y a des choses comme ça. Mais non, nous on n'a jamais dit que faut se baser uniquement là-dessus. Et le côté humain est hyper important. Avec le scouting, nous on peut aider à découvrir des joueurs, à les comparer, mais l'œil humain de voir comment il réagit quand il perd le ballon, quand il y a une action, quand ils prennent un but ou quand l'arbitre siffle une faute, comment il réagit par rapport à ça. Ça c'est hyper important de le voir humain. Mais l'aspect psychologique, ça on va pouvoir peut-être le mesurer, mais ça c'est très important, les rencontres, etc. Il y a plein de choses qu'on peut pas encore mesurer avec la data et c'est très bien parce que le foot c'est avant tout un sport humain. Il y a tellement de choses, des paramètres et c'est ça qui le rend magique aussi. Le côté surprise. Et tant mieux qu'on puisse pas tout mesurer pour l'instant. Tant mieux, oui, tu as raison. Sur ce côté justement humain, t'as mentionné un exemple, oui, est-ce que le joueur insulte le coach, etc. Ça se passe comment dans le process? Donc du coup, la première étape, c'est ta cellule qui va identifier un certain nombre de joueurs. On va dire il y a 100 joueurs au départ. Tu prends le top 10 et le top 10, après, il y a des gens qui vont se déplacer, aller les voir, aller échanger avec eux, aller échanger avec l'entourage pour essayer de comprendre la volonté du joueur, sa mentalité, pour après essayer d'aller plus loin pour faire des essais au club, etc. C'est ça tout le process d'un recrutement? Ça dépend vraiment encore une fois de la direction. C'est-à-dire que chaque direction a son système. Là, avec Florent, on le découvre encore. Donc, et puis là, il y a un mercato qui arrive. Donc là, c'est un petit peu différent. Où là, ça part des scouts, clairement, où les scouts ils vont avoir leurs joueurs favoris. Ça va partir d'une liste, comme tu dis, assez élargie. Puis après, ça va se réduire au fur et à mesure de la saison. Et après, quand on va choisir différents profils en fonction des besoins, moi, je vais les comparer. Donc là, ça part plus des scouts, en tout cas pour l'instant. D'accord. Après, potentiellement aussi, ça peut partir. Encore une fois, ça dépend si on veut des joueurs prêts tout de suite, qui peuvent être performants tout de suite, ou alors est-ce que c'est de la découverte, on va chercher des jeunes qui potentiellement à suivre ou pour la post-formation, des choses comme ça. Où là, moi, je peux sortir des noms qu'on a découverts. Et ensuite, si on les estime vraiment intéressants, on va demander à un scout de le regarder en vidéo. S'il l'aime bien en vidéo, après d'aller le voir en vrai, et ainsi de suite. Mais donc ça, c'est vraiment, moi, c'est vraiment encore une fois, c'est vraiment une aide à la décision. C'est-à-dire que je suis vraiment là pour les aider. Ça part, c'est pas moi qui vais dire faut faire ci, faut faire ça. Donc, clairement, t'as le coordinateur de scouting, t'as le directeur sportif, c'est eux qui regardent ça. Et après, tout ce qui est les informations avec les agents, etc. Nous, ça passe pas par les scouts, ça passe justement avec le coordinateur du recrutement, Morgan Boulier, ou avec le directeur sportif directement, généralement. Donc, c'est lui qui va échanger avec les agents, qui va avoir les informations financières, etc., rencontrer les joueurs après, etc. Et dans un club comme Nice, cet écosystème, ça représente combien de personnes si on prend ta filière, tout le sportif, les scouts, etc. Parce que j'imagine que vous avez du monde partout dans le monde. Ça représente combien de personnes? Nous, pour le scouting, si tu veux, on a 9 scouts à temps plein. Okay. Donc, on en a 7 pour les pros et 2 pour la post-formation. Donc, parmi les 7, il y en a 6 qui sont en France et 1 qui est au Brésil. Donc, ils se déplacent en fonction des besoins ou en fonction des zones géographiques. Donc, on a 2 coordinateurs de recrutement. On a 2 analyses vidéo, donc eux, ils vont plus faire des montages par rapport aux joueurs qu'on suit ou les joueurs qu'on aime bien pour montrer au coach ou à la direction. Une personne qui s'occupe des voyages, et donc moi qui suis data analyst. Donc moi, je suis tout seul pour l'instant à la data, donc pour le pro et pour le recrutement. Donc tu vois, ça fait 9 scouts, plus des personnes en back-office, entre guillemets, évidemment le directeur sportif avec ça. Et pour le pro, donc il y a 2 analystes vidéo, plus moi, c'est du data, le data analyst. Et après, évidemment, il y a tout ce qui est les préparateurs physiques, etc. Sachant que j'imagine que tu as un enjeu aussi, c'est que potentiellement sur le marché français, avoir de la data sur des compétitions de jeunes, ça peut être facile. Quand on prend le championnat paraguayen, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ouais, ça, pour le coup, encore une fois, les championnats de jeunes, c'est très limité. Pour moi, c'est là où il y a encore pas mal de marge de progression, entre guillemets. Évidemment, ça coûte cher à produire, donc c'est pas les fournisseurs, ils n'ont pas forcément d'intérêt à le faire si personne les achète ou s'il n'y a pas de médias qui vont payer, parce que souvent ça part de l'intérêt des médias et de la finance, des finances des médias. Mais donc là, ouais, ça c'est des choses qui vont arriver. Mais déjà après ces championnats-là, qui sont moins cotés, si on peut dire, les jeunes ils jouent très vite. Donc ça c'est un avantage aussi, que ce soit en Amérique du Sud, etc. T'as des petits 17 ans, 18 ans qui jouent très rapidement avec les pros, donc on peut très vite les repérer et les suivre. Et après, évidemment, ça, c'est les scouts aussi qui ont leur connaissance, qui ont leur réseau et qui vont être conseillés par des connaissances. On va leur dire, un petit jeune, etc. Moi, je peux les sortir en data. Et après, c'est à nous, évidemment, d'être bons, de les suivre. Je vais un petit peu changer de sujet sur cette, on va dire, dernière partie d'épisode. On a vachement parlé de data, de son utilité, etc. Moi, j'ai envie aussi qu'on prenne un peu de recul et qu'on fasse du constat.
on est sur une année où, bon, l'année dernière, il y a eu une compétition internationale. Cette année, il y a une compétition internationale. Donc, pour nos auditeurs, on est aujourd'hui le 3 novembre 2022. Donc, dans 3 semaines, il y a une Coupe du Monde qui débute. On voit beaucoup de blessures dans les clubs pro. C'est des choses que vous analysez aussi, du coup, en tant que data analyst. Et est-ce que tu arrives à, pareil, tirer des conclusions là-dessus? Moi, en tout cas, ici à l'EGC Nice, les data physiques, moi, je les regarde surtout au niveau collectif. D'accord. C'est-à-dire des performances sur nos matchs par rapport à nos adversaires, par rapport à notre moyenne de la saison, etc. Je garde aussi les données individuelles de nos joueurs sur les matchs, donc pour voir un petit peu comment ils évoluent, s'ils sous-performent ou surperforment. Là, on avait un consultant entre guillemets qui était au club, qui est là, c'est Grégory Dupont, donc, qui est préparateur physique, qui était avec l'équipe de France, avec le Real Madrid, au LOSC, etc. Donc lui, évidemment, qui a amené des idées par rapport à ça. Donc moi, j'essaie de suivre ça et de mettre à jour ces fichiers pour les préparateurs physiques. Après, tout ce qui est les données d'entraînement avec les tracking, GPS, etc. Ça, c'est eux qui s'en occupent. Évidemment, c'est le gros challenge, c'est de savoir la charge de travail à amener. Est-ce qu'ils sont dans le rouge? Est-ce qu'il y a un souci s'ils sous-performent ou s'ils surperforment, peut-être d'alléger la masse de travail, etc. De base, c'est hyper important, évidemment, parce que les blessures, c'est quelque chose de fondamental, négativement parlant, dans le foot, dans une saison normale. Et comme tu l'as dit, encore plus dans une saison comme celle-ci, qui est hyper particulière. Nous, on a l'Europe, on a la chance d'avoir l'Europe cette saison, donc 2 matchs par semaine dans un calendrier rapproché où les matchs s'enchaînent très vite, beaucoup trop vite à mon sens. Mais là, c'est vraiment un gros challenge pour eux. Mais ça, pour le coup, c'est plus les préparateurs physiques qui s'en occupent, qui la traitent, et c'est eux qui ont l'expertise. Donc même moi, ce que je fais comme document, après évidemment, je leur fournis, et c'est eux qui vont traiter ça et qui vont l'utiliser. Mais c'est vrai que là, cette saison, elle est vraiment très particulière, et la charge de travail, pour moi, en tout cas, sur les matchs, sur le calendrier, elle est trop élevée, clairement. Avec une Coupe du Monde qui arrive, la saison se termine, le championnat s'arrête une semaine avant le début de la Coupe du Monde, t'as pas de préparation, t'as les voyages, t'as l'Europe, etc. C'est trop. On les voit, comme tu l'as dit, les blessures s'accumulent, et surtout les blessures musculaires. Et les blessures musculaires, il n'y a pas de secret, c'est que c'est de la fatigue physique, c'est le surmenage, des choses comme ça. Donc ça, ouais, c'est vrai que c'est un gros challenge pour eux. Donc c'est eux qui traitent tout ça. Et tu vois, quand tu dis ça va beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop de matchs, c'est pas finalement aussi le plus dur d'un point de vue data à faire une bonne analyse, dans le sens où tu peux être un joueur qui joue très bien pendant un match quand il joue qu'une fois par mois, parce qu'il absorbe pas là justement la charge de travail et la charge d'avoir des matchs tous les 3 jours, et tu peux être un joueur en fait très moyen si tu joues tous les 3 jours. Comment tu arrives à pondérer ça finalement? Parce que est-ce que tu veux le joueur qui est le meilleur une fois par mois et qui jouera qu'une fois par mois, ou est-ce que tu veux le joueur moyen mais qui est capable de jouer 100% des matchs? Ça, encore une fois, ça dépend vraiment de nous, ce qu'on veut faire, quel genre de joueur on veut. Est-ce qu'on veut un joueur fiable, qui sera peut-être moins spectaculaire, moins performant, comme tu dis, mais qui sera toujours là, et un soldat, comme on aime appeler ça, c'est pas très joli, mais qui sera fiable. Et ça, pareil, on a les statistiques pour savoir est-ce qu'il joue tous les matchs, est-ce qu'il sort, il y a des joueurs qui jouent tous les matchs, mais qui sortent toujours à la 70e. Est-ce qu'on va se pencher sur un joueur comme ça? Donc ça, c'est des choses qu'on a avec les data, évidemment. Donc ça, encore une fois, ça dépend vraiment du type de joueur qu'on veut, de la stratégie qu'on veut. Est-ce qu'on veut jouer l'Europe tous les ans? Et c'est évidemment ce qui est notre objectif ici. Donc là, on va évidemment, l'objectif, c'est de trouver des joueurs performants qui jouent souvent, mais on sait très bien comment c'est, que ça coûte cher, etc. Mais on essaie, ouais, en tout cas, c'est des choses qu'on peut voir avec la data, de voir évidemment leur niveau. On peut voir, comparer aussi une saison sans Europe avec une saison en Europe pour le joueur, par exemple sur les deux ou 3 dernières saisons, ou des matchs ou des mois, par exemple, avec Europe ou sans Europe. Donc ça, c'est des choses qu'on peut filtrer autant qu'on veut, si on veut. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et pareil, encore une fois, c'est ce qu'on disait en début de podcast, c'est l'importance de la contextualisation. Donc comme tu l'as dit, avec l'enchaînement des matchs, ça peut être les systèmes aussi. T'as un joueur latéral gauche, quand il joue dans une défense à 3 ou une défense à 4, comment il performe, etc. Ça, c'est des choses évidemment qu'il faut prendre en compte. Et encore une fois, tout part de nous, ce qu'on veut faire, de quel système on va jouer, quelle direction on va prendre. Donc c'est là, encore une fois, c'est très important d'avoir une stratégie claire de tout en haut jusqu'à notre niveau, entre guillemets, où nous on va essayer de les aider. C'est quoi le futur de la saison du gym et le futur de Kevin au sein de l'organisation? Alors j'imagine pendant la Coupe du Monde, du coup, c'est un temps où vous allez pouvoir vous poser sur des projets un peu de fond. Quand on joue tous les 3 jours et que là on a un mois de libre, c'est plutôt pas mal. Bah c'est ce qu'on imagine toujours, mais au final dans le foot ça s'arrête vraiment jamais, parce que là, si tu veux, la saison effectivement va s'arrêter. Donc pour le sportif, ce sera un peu plus calme. Les gars seront en vacances. Enfin les gars, quand je dis les gars, c'est les analystes, le staff, etc. Et les joueurs qui sont pas concernés, eux, seront en vacances. Mais moi, comme je travaille aussi pour le recrutement, il y a le mercato hivernal qui arrive.
Et donc, évidemment, le but, c'est d'être prêt quand ils commencent. Donc, c'est toute la charge de travail avant, dans les mois à venir. Donc là, on sera beaucoup, beaucoup dessus. Et encore une fois, il y a Florent qui est arrivé récemment. Donc, forcément, il y aura beaucoup de choses à faire avec lui. Donc là, l'avenir immédiat, ça sera ça. Après, de mettre en place une stratégie. Enfin, lui, évidemment, va mettre en place une stratégie, une méthodologie. Et donc, faudra faire ça dans la deuxième partie de saison, surtout. Et après, sur le moyen terme, moi, en tout cas, le GC Nice, évidemment, le but, c'est de développer une cellule, de créer une cellule data où il y aura des personnes avec moi. Évidemment, on peut avoir une personne que pour le pro, une personne que pour le recrutement et une personne qui chapeaute ça. Pour moi, c'est déjà un bon début parce qu'il y aura de plus en plus de demandes et ça va continuer à grandir. Donc, et si on joue l'Europe, forcément, l'Europe, c'est 2 fois plus de matchs quasiment par semaine. Donc, c'est une charge de travail qui est différente. Et après, sur le long terme, ce que je te disais tout à l'heure, moi, je suis convaincu, je te disais, par la recherche. Donc, c'est de créer un centre de performance ou une cellule performance où on va mélanger toutes les data, event, tracking, de neurosciences, psychologiques, etc. Et vraiment de trouver quelque chose pour mettre tout ça en lien et même l'utiliser dès les jeunes avec les nouvelles technologies. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place en tout cas. Après, évidemment, je suis pas décisionnaire, hein, c'est pas mon argent, etc. Mais moi, c'est le projet que j'aime, qui m'anime et j'essaie toujours enfin, évidemment, et toute proportion gardée et avec toute modestie, d'essayer de voir ce qu'on pourrait faire dans les années à venir, d'essayer d'avoir un plan, entre guillemets, dans 2 ou 3 ans. Donc, tous les ans, j'essaie de voir un petit peu ce qui pourrait être mis en place. Donc, c'est ce que j'aimerais faire. Après, on sait très bien que le foot, comme on dit, ça, on le dit tout le temps, mais ça va vite dans le foot. Et donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et d'abord, la priorité, c'est le sportif. Mais en tout cas, sur le projet moyen, long terme, c'est moi ce que j'aimerais mettre en place à mon petit niveau. Vous vous positionnez comment par rapport aux autres clubs de Ligue 1? Vous êtes plutôt en haut du panier en termes de maturité sur ces sujets-là, non? Je pense qu'on n'est pas trop mal, dans le sens où on a des outils qui sont, je pense, performants, qui sont assez originaux et qu'on commence vraiment bien à l'utiliser. Je pense que le fait que Florent arrive et Fabrice, ça va accélérer tout ça, clairement, parce que ils ont vraiment, c'est quelque chose qu'ils utilisent et c'est dans leur mœurs, entre guillemets. Donc ça va développer parce que si eux l'utilisent, encore une fois, si ça part d'en haut, tout le monde va s'y mettre et ça sera très bien. Après, évidemment, il faut la pédagogie, il faut savoir l'amener. Mais donc là, les outils sont bien, à mon sens. L'utilisation, elle était pas mal, mais on pouvait mieux faire. Là, l'arrivée de Florent, comme je l'ai dit, ça va accélérer ça. Donc on sera vraiment pas mal parce qu'encore une fois, on a des choses qui sont assez originales, assez différentes. Donc avec le développement, avec Ineos, ça va s'accélérer, je pense, et on sera vraiment pas mal du tout, je pense, par rapport à la Ligue 1. Et quand j'échange encore une fois avec les différents clubs européens, je trouve qu'on est vraiment pas mal, en tout cas dans notre vision. Après, encore une fois, ce qui compte, c'est la finalité, c'est comment on va s'en servir et quelle utilité on va en faire. Mais on voit qu'on est sur la bonne voie, en tout cas. Quels sont les exemples que tu suis le plus dans le football européen aujourd'hui? Au niveau de la data? Ouais. Je te disais, il y a Brentford qui était très intéressant, eux, parce qu'ils ont leur data qui arrive avec une compagnie qui est Smart Odds, qui est la compagnie du président Matthew Benham, c'est une compagnie de paris sportifs à la base. Donc eux, ils ont leur propre algorithme, leurs propres données. Donc ils se servent de ça pour le sportif. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un autre fournisseur, c'est une autre méthode de travail. Et c'est marrant que ça vienne du betting. Parce ouais. que souvent, les gens ne le voient pas, mais effectivement, le flux d'informations est souvent similaire. Exactement. Donc ça, c'est une méthode qui est très intéressante. Ils font des choses très sympas. Par exemple, ils ont des data analystes par région. Par exemple, comme on peut avoir des scouts par région géographique. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes. Ils essaient des choses. Leur cousin, entre guillemets, si je puis dire, c'est Mythiland, parce qu'ils avaient le même propriétaire pendant un moment. Donc eux aussi, pareil, Mythiland, c'est vraiment très poussé. Ça va du recrutement et aussi au niveau du sportif. Donc ça, c'est hyper intéressant à suivre. Et même au-delà des data, ils font des choses aussi avec. C'était l'un des premiers clubs à avoir un entraîneur des touches, par exemple, qui est arrivé, qui est passé par Liverpool, etc. Mais ils essaient toujours de faire des choses novatrices. Donc ça, c'est très intéressant à suivre. Toulouse aussi, forcément, là, depuis quelques années. Évidemment, qui ont été repris par des Américains et eux, pareil, donc ils reçoivent la donnée par Zelus qui leur fournit les données, pardon, avec leur algorithme, etc. Avec Julien Demeaux qui est le data analyst là-bas, et qui est très bien en plus, qui est très bon, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien. Et puis en plus, c'est en France et ça a fonctionné parce qu'ils ont fini premier de Ligue 2 avec des records de buts, etc. Donc ça peut ouvrir des portes aussi pour les autres clubs et donner des idées. Donc ça, je trouvais ça très important et très bien que ça se passe comme ça. Et dans les gros clubs, Liverpool l'utilisait très bien. City, évidemment, c'est encore un autre niveau parce qu'ils ont énormément de clubs avec le City Group. Donc ça, c'est encore très intéressant. Mais après, non, encore une fois, il y a des bonnes idées partout et je suis sûr qu'il y a des clubs où on penserait même pas et qu'il peut y avoir des méthodes vraiment très intéressantes. Mais dans ceux
Dans ceux que j'ai vus, ceux-là sont vraiment, vraiment très intéressants. Super. On a l'habitude de finir par une question, Kevin. Bon, tu m'as dit que t'aimais bien, tu as écrit, donc tu dois bien aimer lire, tu dois bien aimer regarder des choses, te cultiver. On a l'habitude de te laisser la parole et de te demander de me conseiller, de conseiller à nos auditeurs une lecture qui peut être intéressante, une série, enfin voilà, ce que tu veux. Voilà, libre à toi. Bah, pour rester sur le côté littérature, il y a un livre qui est sorti cette année ou l'année dernière, je sais plus, qui s'appelle Big Data Foot, qui est très bien, qui est disponible en français, qui est très bien traduit, qui est très clair, très pédagogique. Donc ça, c'est si les gens aiment la data ou ils sont pas forcément experts, c'est quelque chose un livre qui est vraiment très sympa. Là, il y en a un tout récent qui est sorti qui s'appelle Expected Goals, qui est écrit par Rory Smith, le journaliste sportif du New York Times. Là, c'est qu'en anglais, donc faut être anglophone. Mais c'est très bien écrit et c'est plus sur la révolution data et les personnes qui sont derrière cette révolution. Donc, par exemple, avec le fondateur de Prozone, des choses comme ça. Donc, ça raconte un peu l'histoire de la révolution. Donc, au niveau littéraire, ces deux-là sont vraiment très sympas. Les miens, je vais pas les conseiller parce que ça serait beaucoup trop prétentieux. Et puis, il y en a d'autres qui sont très bien, mais non, ceux-là sont très bien. Puis après, au niveau documentaire, au niveau des films, évidemment, Moneyball, c'est quelque chose, si on aime la data, c'est un film qui est, le livre évidemment, mais le film est très sympa, il est très, très facile d'accès avec des très bons acteurs, etc. Donc, ça, c'est sûr que c'est des choses qui se regardent. Je sais pas s'il est encore sur Netflix, mais si les gens savent pas quoi regarder, ils peuvent regarder Moneyball très facilement. Moneyball, le stratège pour ceux qui regardent. Pardon, le stratège en français. Et donc pour le livre Big Data Foot, c'est un livre de Christophe Biermann pour ceux qui le cherchent. Effectivement, que des bonnes recos. Et Kevin, tu as le droit de parler aussi de tes livres. Donc si tu fais Big Data Foot et Expected Goals de Rory Smith, c'est vraiment très bien. Donc voilà, et Opta Coupe du Monde et Opta décrypte la Ligue des Champions. On a le droit de le dire aussi. Merci beaucoup, Kevin. Je te souhaite une bonne continuation. Bon courage pendant ces mois de préparation de mercato. Comme tu l'as dit, ça va être agité. Je te souhaite une très belle saison. On croise les doigts pour que vous soyez européen l'année prochaine et que vous continuiez ce beau projet qui est bien établi. Et merci beaucoup, David. Écoute, au plaisir et bonne continuation à la source. Merci beaucoup. Salut, Kevin. Ciao. Ça y est. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.